Alors bonsoir à toutes et à tous, comme d'habitude, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le tome 29, le fantôme décapité. Alors je suis un tout petit peu fatigué, je vous le dis déjà, car au moment où je tourne il est déjà plus de 22 heures passées. Donc je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer, je pense que je parlerai peut-être inconsciemment moins fort pour pas trop que mes voisins m'entendent, même si je pense qu'ils m'entendent pas. J'espère que vous allez bien, ça va un tout petit peu mieux de mon côté, bien que j'ai toujours une toux persistante. Ici nous allons découvrir, parce que je ne connais pas l'histoire du fantôme décapité, je me demande si c'est une suite à un autre livre qu'on a lu, mais ça m'étonnerait, parce que la jaquette me fait penser à La tête réduite, mais je pense pas. J'ai encore oublié d'aller acheter des bougies à Action pour faire un petit fond ambiance crépitement au coin du feu, donc nous allons encore avoir droit à celui de l'eau, donc ce n'est pas trop grave, la pluie, moi j'adore ça. Comme d'habitude, installez-vous confortablement et je vous souhaite une bonne écoute. Stéphanie et moi, nous adorions nous déguiser en fantômes et semer tous les soirs la panique dans le voisinage. Très fiers de nos exploits, on s'était surnommés les jumelles de la terreur. Et personne n'a jamais su qui se cachait derrière ce duo infernal. Personne. Car dans la journée, nous redevenions Stéphanie Alpert et Diane Comac, deux filles de 12 ans habitant Falaise-sur-Mer, une petite ville côtière balayée par les embruns. Comme nous ne pouvions pas nous passer l'une de l'autre, certains nous prenaient pour des sœurs jumelles. Mais franchement, on se moquait complètement de ce que pouvaient croire les gens. Il est vrai que, à force de nous fréquenter, nous avions fini par nous ressembler. Nous étions toutes les deux élancées, avec les yeux noisettes et les cheveux châtains. Stéphanie paraissait plus grande, surtout quand elle se faisait un chignon. Nos maisons étant situées l'une en face de l'autre, tous les matins nous marchions ensemble jusqu'à notre collège. Nous allions souvent jusqu'à échanger nos déjeuners, ou plutôt nos éternels sandwichs. Bref, nous étions deux adolescentes de 5e, tout ce qu'il y a de plus banal. Sauf en ce qui concernait notre occupation nocturne favorite, lorsque nous jouions aux jumelles de la terreur. Alors comment sommes-nous devenus des créatures aussi inquiétantes? Eh bien, c'est une longue histoire. L'idée nous vint il y a quelques mois, lors du dernier Halloween. Aux États-Unis, cette fête dure un soir, la veille de la Toussaint. La coutume veut que les enfants se déguisent en monstres. Ils vont de porte en porte réclamant un cadeau. S'ils ne l'obtiennent pas, ils menacent de faire peur aux habitants. Bien sûr, ils ne mordent pas, mais tout de même. Les adultes leur obéissent avec joie et leur offrent la plupart du temps des bonbons. Stéphanie et moi avions hâte de participer à cette soirée. C'était l'occasion de confectionner notre tenue, et dans le plus grand secret. Il n'était pas question que je voie ce qu'elle avait inventé, et inversement. Le problème, c'est que ma copine avait des idées géniales. L'année précédente, elle était arrivée chez moi en se dandinant, enfoncée dans une gigantesque boule de papier toilette vert. Vous ne le croirez pas, mais elle se présentait comme une laitue carnivore. Alors, pour cet Halloween, j'avais décidé de faire mieux qu'elle, et j'avais dû me surpasser. Cette soirée était fraîche. La pleine lune brillait dans un ciel dégagé. Les arbres continuaient à perdre leurs feuilles jaunes et rouilles. 10 minutes avant notre rendez-vous, je tournais en rond dans le salon, comme un lion en cage, obsédé par ce qu'avait pu imaginer Stéphanie. Enfin, dévoré par la curiosité, je n'y tins plus. Je traversai la rue et me postai sous sa fenêtre fermée. Je fis très attention de ne pas être surprise. Dressé sur la pointe des pieds, je collai mon nez sur le carreau et scrutai l'intérieur de sa chambre. Enfin, je vis mon ami de dos occupé à terminer son costume. Mais je n'arrivais pas bien à le distinguer dans la pénombre. Malheureusement, je glissai sur l'herbe humide et Stéphanie se retourna d'un bond, furieuse. « Dis donc, Diane, tu m'espionnes » rugit-elle à travers la vitre. « Je ne t'espionne pas, je fais de la gym » prétextai-je maladroitement. Elle baissa le store. Je me trouvais honteuse et pas plus avancée. Tant pis. Je fonçai à la maison pour revêtir mon déguisement. Lorsqu'avant de repartir chez Stéphanie, je voulus le montrer à mes parents, mon père refusa de me regarder plus d'une seconde et demie. Il prétendit que ça le dégoûtait. Quant à maman, elle le trouva super. Quel succès! Il faut dire que je m'étais donné un mal fou pour devenir une parfaite représentation de la mort. Comme celle des livres de contes, je portais des talons si hauts que je devais dépasser Stéphanie de 10 bons centimètres. J'avais acheté une faux en plastique qui faisait plus vrai que nature. Ma cape noire, munie d'un capuchon, était si longue qu'elle traînait sur le sol en ramassant tout sur son passage comme un râteau. J'avais même dessiné sur le tissu un squelette fluorescent pour bien être visible dans l'obscurité.
En résumé, j'incarnais l'épouvante à l'état pur. Ma chevelure était dissimulée sous un masque en caoutchouc qui imitait un crâne. J'avais enduit mon visage d'une crème si blanche qu'il paraissait aussi pâle que de la mie de pain. J'étais sûr de mon effet et impatiente. Stéphanie allait avoir la frousse de sa vie. Avec mes faux ongles crochus, je frappais sur le volet rabattu de sa chambre. « Dépêche-toi, j'ai faim, j'ai envie de bonbons. » Stéphanie ne me répondit pas. Je bouillais d'impatience, arpentant de long en large l'allée qui bordait sa pelouse. « Steph, à quoi tu joues ?» Toujours pas de réponse. Je râlais et me tournais vers le mur. C'est alors qu'un animal monstrueux surgit des buissons et me sauta dessus. Ses mâchoires se refermèrent sur ma nuque. En fait, il ne me mordit pas réellement, je m'étais dégagé à temps. Maintenant, il grondait et me menaçait en découvrant ses crocs étincelants. Je bondis en arrière et vis à qui j'avais affaire. Incroyable! C'était une sorte de chat noir géant couvert d'une épaisse fourrure, tout hérissée. Des touffes de poils jaunes sortaient de ses oreilles et des trous de son long nez. Ses dents acérées scintillaient dans la lumière des lampadaires. Il grogna de nouveau et tendit une patte velue. « Bonbons! Donne-moi tous tes bonbons! »« Stéphanie ?» bredouillai-je. Je me sentais mal à l'aise. Un tel monstre ne pouvait pas exister. Non. Pourtant, il se précipita encore sur moi et tenta de m'agripper avec ses griffes puissantes. Une lutte furieuse s'engagea et, dans la mêlée, j'aperçus soudain le poignet de mon agresseur. Il était orné d'une montre, et pas n'importe laquelle, celle de Stéphanie. Je retrouvai instantanément mon calme et déclarai, ironique, « Oh, Steph, ce que tu es effrayante, vraiment !» Je n'eus pas le temps de finir ma phrase qu'elle se libéra et plongea derrière la haie en me tirant violemment à elle. « Qu'est-ce que tu fais ?» protestai-je. « Tu es folle ou quoi ?» Et je compris. Un groupe d'enfants approchait. Dès qu'ils passèrent devant nous, Stéphanie jaillit de notre cachette et poussa un hurlement terrible. Les pauvres, ils s'enfuirent de tous les côtés en appelant au secours. Certains en perdirent même leur sac de friandises. « Miam, miam !» fit Stéphanie en les ramassant. « Tu leur as fichu une sacrée trouille » contestai-je en les regardant détaler. C'était génial. Stéphanie s'esclaffa de son rire bébête et très communicatif, un peu comme le caquettement d'une poule. Ça, c'était drôle, plus drôle que de réclamer des cadeaux stupides. C'était tellement divertissant que nous passâmes le reste de la soirée à affoler tous ceux qui passaient. On ne récolta pas grand-chose comme cadeau, mais on s'amusa beaucoup. Dommage qu'on ne puisse pas recommencer tous les soirs, regrettai-je, tandis que nous rentrions chez nous. On peut, Diane, lança Stéphanie en grimaçant. Réfléchis, qui nous en empêche? On n'a pas besoin d'Halloween pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Je savais trop bien à quoi elle voulait en venir. Elle leva les bras au ciel et laissa fuser son ricanement de poulet. Il ne m'a fallu pas longtemps pour être plié en deux à mon tour. C'est ainsi que nous décidâmes de rôder dans Falaise-sur-Mer. Chaque soir, nous nous faufilions dehors, le visage recouvert d'un masque. Nous allions coller notre front aux carreaux ou bien nous laissions des empreintes de doigts sur les vitres. Parfois, nous glissions des détritus dans les boîtes aux lettres. Quelquefois, tapis derrière les bosquets, nous poussions des cris d'animaux ou gémissions comme des spectres. Stéphanie était particulièrement douée pour imiter le loup-garou. Quant à moi, mes aboiements étaient si aigus que les branches des arbres en remuaient presque. Les jumelles de la terreur sillonnaient les chemins à la recherche de victimes. Et nous avions le choix. Il fallait voir leur tête lorsque nous apparaissions. Elles étaient blanches comme des linges. Le matin, avant de sortir, les enfants passaient le nez dehors, avec précaution, pour vérifier s'il n'y avait pas de danger. Et en fin d'après-midi, certains n'osaient pas se promener tout seuls. Contentes de nos prouesses de chipie, nous étions partout. Enfin, presque partout. Car il y avait un endroit que nous évitions. Il s'agissait d'une imposante demeure en pierre où se produisaient d'étranges phénomènes. Cette vieille habitation se trouvait à 200 mètres de notre rue. Elle portait le nom de Manoir Perché, probablement parce qu'elle était construite sur une colline, au bout de la route de la... colline. Beaucoup de villes affirment posséder une maison hantée, mais le Manoir Perché l'était réellement. Stéphanie et moi pouvons en certifier, parce que c'est là que nous avons rencontré le fantôme décapité. Le Manoir Perché était la plus importante attraction touristique de Falaise-sur-Mer. Pour être honnête, c'était même la seule. La mairie l'avait acheté il y a une vingtaine d'années pour le transformer en musée. Pour le découvrir, il suffisait de suivre les visites qui avaient lieu toutes les heures.
Afin d'augmenter le mystère, elles étaient assurées par des employés vêtus d'un uniforme à vous donner la chair de poule. Ils étaient entièrement habillés de noir, chemise, pantalon, chaussettes, chaussures et gants. En plus, ils racontaient des anecdotes et des aventures macabres qui faisaient froid dans le dos. Stéphanie et moi raffolions de ce circuit, et plus particulièrement celui dont s'occupait Otto, notre guide favori. Il ressemblait à un dauphin avec ses 110 kilos et son gros crâne chauve et lisse. Lorsqu'il vous regardait, ses pupilles étroites et inquiétantes vous transperçaient littéralement. Sa voix qui grondait comme le tonnerre semblait venir du plus profond de son imposante poitrine. Même quand il souriait, il vous mettait mal à l'aise. Parfois, lorsqu'il nous promenait de pièce en pièce, il baissait soudain le ton et se figeait. Les yeux gonflés, prêts à sortir de leurs orbites, il tendait l'index et hurlait. « Le vois, là, le fantôme !» Sa comédie remportait toujours un succès fou. Les visiteurs devenaient blêmes, et certains, dont Stéphanie et moi, prenaient des mines horrifiées. Pourtant, nous étions habitués. Nous étions venus si souvent que nous aurions très bien pu le remplacer. À force, nous connaissions les lieux comme notre poche, et nous savions exactement où les fantômes étaient censés surgir. Ce genre d'endroit nous plaisait parce que nous aimions les sensations fortes. Et le manoir perché ne manquait pas d'émotion. Alors vous voulez connaître son histoire ? Eh bien, la voilà. Il y a 200 ans, un jeune capitaine de vaisseau, récemment marié, fit bâtir le manoir perché pour son épouse Annabelle. Malheureusement, lorsque la construction fut achevée, l'officier de marine reçut un message. Il devait rejoindre son navire et prendre la mer. Du coup, la jeune femme emménagea seule dans l'impressionnante maison. Elle fut immédiatement saisie par l'ambiance. Tout était vaste, sinistre, froid, sombre et humide. Pourtant, elle se résigna à attendre patiemment le retour de son capitaine. Elle restait postée pendant des heures à la fenêtre de sa chambre qui faisait face à la mer. Mais l'hiver passa, puis le printemps et l'été. Elle attendit en vain. Le beau capitaine ne revint jamais. Il avait péri dans un terrible naufrage. 1 an après cette catastrophe, un fantôme fit son apparition au manoir perché. C'était le capitaine. Il était revenu du royaume de la mort pour retrouver sa bien-aimée. Chaque nuit, sa silhouette floue arpentait les longs couloirs sinueux. Rongé par la tristesse, il appelait sans cesse son amour. « Annabelle, Annabelle !» Mais Annabelle ne pouvait pas lui répondre. En effet, 6 mois auparavant, trop chagrinée par la fin tragique de son époux, elle avait fait ses bagages et quitté le manoir perché en jurant de ne jamais y revenir. Les années s'écoulèrent, et les locataires successifs continuèrent d'entendre les lamentations désespérées du revenant. « Annabelle, Annabelle !» Il y a environ 100 ans, un certain Joseph Crow tomba amoureux du manoir perché et l'acheta. Il effectua d'importants travaux de rénovation et s'y installa avec sa femme et ses 2 enfants. Son fils, André, était un odieux garnement de 13 ans. Il éprouvait un malin plaisir à tourmenter les gens, en particulier les serviteurs. Il leur rendait la vie impossible. Même ses parents ne pouvaient plus le supporter. Il passait ses journées seul, furetant partout, guettant la moindre occasion de faire des méchancetés. Un jour, il tomba sur une lourde porte en chêne et l'ouvrit. Elle émit un long grincement sinistre. Prenant son courage à 2 mains, André avança et s'arrêta net sur le seuil. Visiblement, cette salle n'était pas habitée. Il n'y avait pas d'autre meuble qu'un guéridon. Une lanterne ancienne posée dessus diffusait une clarté pâle et jaune. « Comme c'est étrange, pensa André. Pourquoi une lanterne brûle-t-elle dans une pièce vide ?» Il se dirigea vers l'objet et se pencha pour souffler sur la mèche. Soudain, il sentit une présence. Il se releva et se retrouva face à un fantôme. Avec le temps, le capitaine s'était transformé en une créature repoussante. Ses ongles très longs formaient des spirales. Ses dents noircies et fendues dépassaient sur ses lèvres sèches et enflées. Une épaisse barbe blanche recouvrait sa poitrine. André resta pétrifié. Qui êtes-vous » bredouilla-t-il. Le spectre semblait flotter. Il ne prononça pas un mot et considéra le garçon avec haine. « Mais enfin, qui êtes-vous » répéta ce dernier. « Que me voulez-vous ? Que faites-vous ici »
N'obtenant pas de réponse, André fit demi-tour pour s'enfuir, mais il sentit une haleine glacée sur sa nuque. Paniqué, il se rua vers la sortie. Cependant, le capitaine fut plus rapide et lui barra le passage. « Arrêtez, s'il vous plaît !» cria André. « Laissez-moi partir !» L'apparition ouvrit une bouche démesurée, aussi sombre qu'un puits sans fond, et elle murmura dans un bruit de feuilles mortes que l'on piétine. « Maintenant que tu m'as vu, tu ne pourras plus jamais t'enfuir. » « Non, non, pitié, laissez-moi !» implora André, affolé. Le capitaine ignora ses supplications et répéta. « Maintenant que tu m'as vu, tu ne pourras plus jamais t'enfuir. » Il posa alors ses mains décharnées sur les épaules d'André, puis il approcha son visage. Et savez-vous ce qui arriva? Le capitaine déclara d'un ton sinistre. « Tu connais mon secret, petite peste. Je t'observe depuis longtemps. Puisque tu fais perdre la tête aux autres, tu vas perdre la tienne. Tu la retrouveras lorsque je t'aurai pardonné. » Il lâcha le garçon, recula et se mit à tourner sur lui-même de plus en plus vite. André, étourdi par ce tourbillon, se vit monter, monter. En réalité, seule sa tête s'élevait, tandis que son corps restait au sol. Le capitaine s'arrêta, la tête d'André dans les mains. Il poussa un rugissement bestial qui fit vibrer les murs. Il la cacha ensuite dans un endroit secret et lança son perpétuel. « Annabelle, Annabelle !» Puis il disparut pour toujours, comme si avoir puni André l'avait libéré du mauvais sort. Mais le manoir perché ne cessa pas d'être hanté pour autant. André devint le fantôme décapité. Dès le lendemain soir, et toutes les nuits depuis, son corps errait de la cave au grenier, inspectant le moindre recoin à la recherche de sa tête. Otto et les autres guides affirmaient qu'on pouvait l'entendre marcher tandis qu'il fouillait et fouillait encore. Tout cela était-il vrai? En tout cas, Stéphanie et moi, nous nous régalions de ces récits. Nous avions suivi au moins 100 visites. Le manoir perché nous procurait une angoisse trop délicieuse. Délicieuse, enfin, jusqu'à ce que Stéphanie ait eu l'une de ses révélations. Car à partir de ce jour, le manoir n'eut plus rien d'attrayant. Au contraire. Les ennuis commencèrent il y a 5 mois, quand Stéphanie se mit à s'ennuyer. Il était à peu près 22 heures. Comme d'habitude, nous rôdions dans le quartier, cherchant à faire nos mauvaises farces aux enfants. Nous avions déjà imité le vampire devant la porte de Gloria Jeffer. Ensuite, nous étions allés chez son voisin, Thierry Abel. Nous avions déposé une carcasse de poulet dans sa boîte aux lettres, nous réjouissant à l'avance de sa réaction lorsqu'il sentirait le contact des os. Après, nous avions traversé la rue jusque chez Benoît Fouleur, un copain de notre classe. Nous lui avions réservé un traitement spécial. Il avait une véritable hantise des insectes. Il était donc facile de le faire paniquer. En plus, il dormait avec la fenêtre ouverte, même en hiver. La tactique était simple. Alors qu'il était plongé dans son sommeil, nous lançâmes des araignées en caoutchouc sur son oreiller et nous attendîmes tranquillement, sûrs du résultat. Dès qu'il bougea, les petites bêtes lui chatouillèrent le nez. Il se réveilla et commença à s'affoler. Le pauvre Benoît crut qu'elles étaient vivantes. Il hurla et tenta de sortir de son lit, mais il était si nerveux qu'il se prit les pieds dans ses couvertures et se retrouva par terre, entortillé. Il ne nous restait plus qu'à nous féliciter. On retourna devant mon jardin, près du vieux chêne fendu de haut en bas. Stéphanie se tourna alors vers moi et m'annonça. « J'ai une proposition géniale à te faire. »« Laquelle ?» demandai-je impatiente. « Voilà, commença-t-elle, malicieuse. Ça fait 1 mois qu'on tourne en rond et qu'on embête tout le monde. J'en ai assez, ça m'ennuie. » Connaissant Stéphanie, je savais que lorsqu'elle avait une idée fixe, rien ne pouvait la faire changer d'avis. « Tu veux qu'on aille dans un autre quartier ?» lui proposai-je. « Non, non, c'est autre chose. » Et elle se mit à tourner autour de l'arbre. « Il nous faut plus de risques, un nouveau défi. »« De quel genre ?»« Nos blagues sont trop puériles. D'accord, elles sont efficaces, mais c'est un peu facile, tu ne trouves pas ?»« Oui, possible. Pourtant c'est rigolo. » Elle ignora ma remarque et passa sa tête dans la fente du tronc. « Diane, quel est l'endroit le plus effrayant de Falaise-sur-Mer ?» La devinette n'est pas difficile. Le manoir perché, évidemment. Et pourquoi est-il si impressionnant? À cause des revenants, et surtout du fantôme décapité. Bravo! Dans cette position, Stéphanie semblait comme guillotinée. Le fantôme décapité, lança-t-elle d'une voix rauque.
et elle partit dans son grand éclat de rire. Mais au lieu de me communiquer son enthousiasme, cette fois-ci, elle m'inquiéta. « À quoi tu joues, grondai-je? Tu cherches à m'épouvanter ?» Son visage semblait suspendu dans l'air, et elle m'annonça. « Nous allons fouiller le manoir perché. » « Pardon ?» laissai-je échapper. « De quoi tu parles, Stéphanie ? » « Eh bien, on va suivre une des visites nocturnes, et on s'éclipsera. » « Mais pourquoi faire ?» La frimousse de mon ami rayonna de bonheur. « Mais pour dénicher la tête d'André. » Je restais bouche bée. « Tu plaisantes ou quoi ?» Je passai derrière le chêne, la forçant à changer de position. Sa face réjouie et sans corps commençait à me rendre malade. « Non, Diane, je ne plaisante pas. Il nous faut du nouveau, du sensationnel. On ne peut pas continuer à jouer comme ça devient barbant. Enfin, tu ne crois pas à cette histoire de revenants? Ce sont juste des légendes, tu sais bien, une invention pour touristes. » Stéphanie se rapprocha de moi et me dévisagea. « Tu sais quoi, Diane? Je pense que tu meurs de trouille. » « Qui? Moi ?» Mes lèvres tremblaient un peu. Un nuage masqua la lune et le jardin se plongea dans l'obscurité. Un frisson me parcourut la moelle épinière. Je m'emmitouflai dans ma cape et lançai dignement. « Si tu veux le savoir, je ne crains ni d'abandonner la visite guidée, ni d'explorer le manoir perché avec toi. Je pense simplement qu'on perdra notre temps. »« Diane, mais tu grelottes ?» me taquina-t-elle. « Serait-ce de peur ?»« Pas du tout. Tu vas voir. On y va tout de suite même si tu veux. Je vais te montrer de quoi je suis capable. » Stéphanie arbora un sourire en coin. Elle leva le menton et imita le loup-garou. C'était son rugissement de victoire. « Ce sera le coup de maître des jumelles de la terreur, dit-elle en me tapant dans la main, si fort qu'elle faillit me fouler les doigts. Je me tus jusqu'à ce que nous soyons arrivés à la route de la colline. Je n'étais pas vraiment effrayé, je ressentais plutôt une appréhension étrange, comme si un danger nous menaçait. Nous grimpâmes la pente raide qui menait au manoir, et nous nous arrêtâmes au bas de l'escalier du perron. La nuit faisait paraître la maison encore plus immense, avec ses 3 étages, ses balcons délabrés et ses dizaines de fenêtres dont beaucoup avaient leurs volets clos. Le manoir perché était en granit gris foncé, alors que les autres constructions de falaises sur mer étaient toutes en briques rouges ou en béton blanc. Quand on s'en approchait, j'essayais toujours de ne pas respirer. La couche de moisissure verte, vieille de 2 siècles, ne sentait pas la rose. Tout en haut, la tourelle se détachait sur le ciel au reflet pourpre. Une gargouille était perchée au sommet. Elle grimaça comme si elle voulait descendre pour nous défier. Soudain, mes genoux s'entrechoquèrent. La bâtisse venait de se plonger complètement dans le noir, à l'exception d'une applique qui éclairait la façade. Malgré l'heure tardive, les visites continuaient. La dernière avait lieu à 10h30, car les guides prétendaient que c'était le moment propice pour rencontrer les fantômes. La porte d'entrée était surmontée d'une inscription gravée dans la pierre. « Si vous pénétrez dans le manoir perché, votre vie en sera changée pour l'éternité. » J'avais lu cette phrase des centaines de fois et je l'avais toujours trouvée drôle, comme une sorte de plaisanterie un peu usée. Mais ce soir-là, elle me fit frissonner. Tout semblait différent. Stéphanie interrompit mes pensées. « Dépêche-toi, Diane, on a juste le temps. » Le lourd battant s'ouvrit tout seul. C'était toujours comme ça. « Alors tu viens, oui ou non ?» s'impatienta Stéphanie en s'engouffrant dans l'antre obscur. « J'arrive, dis-je, la gorge serrée. » Nous avions à peine franchi le seuil que nous tombâmes nez à nez avec Otto. « Chouette, chuchota Steph, il est de permanence. » Il portait un grand chandelier en cuivre. « Tiens donc, dit-il avec un grand sourire, voilà Stéphanie et Diane. » Ses pupilles étroites brillaient à la lumière de la flamme. « Ça a commencé, Otto ?» demanda Stéphanie. « Non, dans 5 minutes, les enfants. Mais au fait, vous êtes dehors bien tard. Vos parents le savent ? C'est-à-dire que c'est plus amusant à 7 heures, hein, Diane ?» Stéphanie me donna un coup de coude dans les côtes. « Tu as raison, c'est plus amusant, confirmai-je. » Otto fit semblant de ne pas remarquer notre gêne et nous invita gentiment à le suivre. Nous traversâmes l'entrée jusqu'au point de contrôle que nous franchîmes sans billet. Nous étions des clientes si fidèles qu'Otto avait fini par ne plus nous faire payer. Nous nous dirigeâmes vers le hall d'accueil pour rejoindre les visiteurs, des jeunes pour la plupart. Ce hall était très vaste. Il était totalement vide, mis à part le majestueux escalier en colimaçon planté au centre.
Accrochés au mur lézardé, des torches diffusaient une lumière orange, vacillante, qui faisait danser nos ombres sur les dalles de marbre. La maison était équipée de l'électricité, mais Otto affirmait qu'en éclairant ainsi, tout le circuit en obtenait une atmosphère bien plus mystérieuse et angoissante. Otto se plaça devant le groupe et tout sauta pour attirer notre attention. Il se préparait pour son discours. Stéphanie me fit un clin d'œil de connivence, car le guide commençait toujours de la même manière. « Mesdames et messieurs, dit-il de sa voix caverneuse, bienvenue au manoir Perché. Nous espérons que vous survivrez à cette visite. » Et il nous gratifia d'un ricanement diabolique. En 1797, un officier de marine fortuné, le capitaine William P. Bell, se fit bâtir une maison sur la colline dominant Falaise-sur-Mer. L'architecte conçut la plus jolie propriété de cette époque. 3 étages, 9 cheminées et 30 pièces. Bell espérait s'y installer définitivement et écouler des jours heureux avec Annabelle, sa jeune et charmante épouse, entourée de sa descendance. Malheureusement pour lui, le sort en décida autrement. Son rêve ne se réalisa jamais. Otto marqua une pause que nous attendions, Stéphanie et moi. Nous connaissions si bien ses astuces. Le capitaine fit naufrage dans une terrible tempête, avant qu'il ait pu passer une seule nuit dans sa splendide demeure. Annabelle l'attendit en vain jusqu'à l'aube. Lorsqu'elle apprit qu'elle était veuve et que ne reverrait plus son gentil mari, le chagrin la submergea. Otto baissa le ton. Un beau matin, elle quitta le manoir Perché sans aucune explication. Depuis, ces lieux font l'objet de phénomènes inexplicables. Il se dirigea vers l'escalier en colimaçon. Les marches craquaient sous ses pas, procurant une drôle d'impression comme si on le faisait souffrir en montant dessus. L'assistance, impressionnée et muette, suivit Otto jusqu'au 2e étage. Pendant que nous montions, le guide plaisanta, parlant de choses et d'autres. Derrière lui, les visiteurs formaient un groupe compact pour se rassurer. Puis Otto se tut. On entendait juste sa respiration un peu haletante. Il ne reprit la parole que lorsque nous fûmes dans la chambre du capitaine Bell. Les murs étaient recouverts de luxueuses boiseries. Une cheminée colossale faisait face à une grande baie vitrée qui donnait sur la mer. Peu de temps après, le départ de la jeune veuve, reprit Otto. Les habitants de Falaise-sur-Mer remarquèrent d'étranges apparitions nocturnes. Un homme, dont la silhouette ressemblait à celle du capitaine, se tenait debout, toujours à la même place, derrière cette fenêtre. Il agitait une lampe pendant des heures. À ce moment, Otto leva son chandelier. Et par les nuits sans vent, ceux qui tendaient l'oreille pouvaient l'entendre prononcer lentement et tristement. Il retint sa respiration et chuchota. « Annabelle, Annabelle !» Et il balança son chandelier de droite à gauche. Le public était totalement captivé. « Mais ce n'est pas tout !» lança Otto, dans un souffle. Tandis que nous le suivions à travers le dédale des pièces du 2e étage, Otto continuait son récit. Le capitaine hanta les lieux pendant 100 ans. Les occupants successifs du manoir Perché essayèrent de se débarrasser de lui par tous les moyens. Rien n'y fit, il ne voulait pas bouger de chez lui. Puis Otto raconta la mésaventure d'André. Il expliqua comment le garçon était devenu le fantôme décapité. Le spectre du capitaine s'évanouit dans la nature, ajouta-t-il, et André le remplaça. Ses parents essayèrent de le retrouver. En vain, le pauvre ne pouvait se montrer à personne. Comment aurait-il pu expliquer que son corps cherchait sa tête? Mais je n'ai pas fini. Nous venions de pénétrer dans un grand couloir. La lumière tremblotante des torches plantées à intervalles réguliers faisait briller les cloisons humides. Le destin funeste de cet édifice semblait devoir s'accomplir. Peu de temps après la disparition du jeune André Krau, sa sœur cadette de 12 ans, Anna, perdit la raison. « Venez, passons dans ses appartements. » C'était l'endroit du manoir que préférait Stéphanie. La malheureuse Anna collectionnait des poupées en porcelaine par centaines. Toutes ces poupées avaient de longs cheveux blonds, des joues roses et des paupières peintes en bleu. Après la disparition de son frère, disais-je, la fillette perdit la raison. Otto parlait de moins en moins fort. Pendant 80 ans, elle resta assise dans son fauteuil à bascule, juste ici, dans ce coin. Elle joua avec ses poupées pendant des heures. Elle ne quitta plus jamais cette chambre. Jamais. Il désigna le siège usé qu'avait occupé Anna pendant si longtemps. Elle est morte ici, au milieu de ses chers joujoux. C'était une très vieille femme. Il traversa la pièce en faisant craquer le parquet sous ses pieds. Il posa son chandelier par terre et s'assit dans le fauteuil qui gémit sous son poids. Je crus qu'il allait passer au travers.
Il se balança doucement, le bois grinçant à chacun de ses mouvements. Nous étions tous fascinés et muets. Certains assurent que la pauvre Anna est encore parmi nous, chuchota-t-il. Ils affirment qu'une jeune fille coiffe ses poupées parfois à cette place. Mais... Continuons. Il eut toutes les peines du monde à se relever. 2 personnes vinrent l'aider. Il grommela un remerciement et saisit son chandelier. Les gens semblaient de plus en plus tendus, pressentant le sommet du suspense. Otto nous conduisit alors au fond du couloir, vers l'escalier plongé dans les ténèbres. Peu après la fin tragique de son fils, Madame Crow devait connaître un destin non moins tragique. Un soir, en descendant ses marches, elle trébucha. Elle perdit l'équilibre et eut tellement peur qu'elle en fit une crise cardiaque et mourut sur le champ. Otto considérait la rampe, en opinant du chef, la mine accablée. Il jouait cette comédie à chaque fois, mais nous n'étions pas venus pour écouter Otto. Je savais que tôt ou tard, Stéphanie voudrait que l'on se sépare des autres. Je me mis à inspecter les alentours, attendant l'occasion de nous éclipser. Soudain, je remarquai la présence d'un garçon à l'allure étrange. Il nous observait bizarrement. C'est curieux, pensai-je, je ne l'ai pas vu lorsque nous sommes arrivés tout à l'heure. En fait, j'en suis certaine, il n'était pas là au début de la visite. Il n'y avait pas d'enfant, à part Steph et moi. Il avait à peu près notre âge, de longs cheveux blonds bouclés et le visage livide. Il portait un jean et un pull à col roulé gris très foncé, ce qui renforçait sa pâleur. Je me dirigeai vers Stéphanie qui se tenait à l'écart des visiteurs. « Tu es prête ?» me chuchota-t-elle. Otto allait rejoindre le premier étage. C'était le moment où jamais de filer en douce. Seulement le garçon ne nous quittait pas des yeux, et ses yeux étaient si durs. Je me sentais mal. Il fallait que je prévienne mon ami. « Steph, on ne peut pas, quelqu'un nous espionne. »« Qui ?»« Lui là-bas, murmurai-je en désignant l'inconnu du menton. Il paraît si bizarre. » Il continuait de nous fixer avec insistance. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait? On devrait attendre, Steph. Ne quittons pas le groupe maintenant. Mais Stéphanie n'était pas de cet avis. On se moque de ce qu'il pense, dit-elle en me tirant par la manche. Allons nous cacher. Nous nous glissâmes derrière une armoire dont le bois froid suintait d'humidité. Pendant ce temps, le groupe suivit Otto, en commentant la mort de Madame Crow. Je retins ma respiration. Puis, le murmure de la discussion diminua et cessa. Nous étions toutes seules maintenant, seules, à cet étage immense et sinistre. Je me retournai vers Stéphanie et distinguai à peine son visage, tant l'éclairage était faible. « Et maintenant, Steph, qu'est-ce qu'on fait ?»« Maintenant, on va chercher la tête d'André, » déclara Stéphanie en se frottant les mains. Le palier où nous nous trouvions n'avait rien d'engageant. Mon estomac faisait des nœuds et mes jambes avaient du mal à me porter. Des craquements nous entouraient provenant des plaintes à moitié arrachées, du plafond délabré. La tempête s'était levée et fouettait les baies vitrées. « Steph, tu crois vraiment que... » Mais elle était déjà en train d'examiner les lieux sous la pointe des pieds pour éviter de faire grincer le parquet usé. « Viens, Diane, cherchons la tête du fantôme. Qui sait, nous allons peut-être la trouver. »« Sans doute, acquiesçai-je. En fait, j'étais persuadé que nous n'avions aucune chance. En admettant que nous y arrivions, pensai-je, à quoi ressemble une tête qui a 100 ans? Et puis, qu'en ferons-nous? Malgré mes hésitations et mon désir de quitter le manoir, je suivis Stéphanie. Si j'aimais bien hanter notre quartier, taquiner les autres, je détestais avoir peur. Soudain, je vis Stéphanie se diriger droit vers la chambre verte. Cette pièce s'appelait ainsi à cause de son papier peint représentant des vignes luxuriantes. Les murs et le plafond étaient recouverts d'un enchevêtrement de feuilles et de grappes. Comment avait-on pu dormir dans un endroit pareil? C'était comme si on était prisonnier d'une jungle infranchissable. Nous restâmes toutes les deux figées sur le pas de la porte, contemplant cette verdure. Nous avions baptisé cet endroit d'un autre nom, la chambre qui gratte. Un jour, Otto nous avait raconté ce qui s'était passé 60 ans auparavant. 2 invités y avaient passé la nuit. En se réveillant le lendemain, ils avaient constaté que leurs mains étaient pleines de pustules rouges. Les boutons gagnèrent ensuite les membres, puis le torse, et pour finir, ils recouvrirent leur corps entier. Les 2 hommes ne pouvaient plus arrêter de se gratter. Des médecins du monde entier vinrent étudier ces éruptions inconnues. Personne ne découvrit quelle était la cause de leur démangeaison, ni comment les soigner. 2 semaines plus tard, les malades guérirent d'un seul coup. Le mystère de cette étonnante maladie ne fut jamais percé. Il restait le secret de la chambre qui gratte.
C'était du moins ce que certifiaient les guides, et il y avait peut-être du vrai dans leur version. Allez, Diane, m'encouragea Stéphanie, il faut faire vite. Nous n'avons pas beaucoup de temps avant qu'Otto constate notre absence. Elle se précipita vers le lit, jetant un coup d'œil en dessous pour commencer son inspection. Steph, s'il te plaît, il n'y a aucun fantôme ici. Viens, on s'en va, la suppliai-je. Rien à faire, elle était bien décidée à aller au bout de ses recherches. Résigné, je m'avançai prudemment vers le buffet qui trônait dans un coin, tandis que Stéphanie disparaissait sous le sommier. Steph ? Au bout de quelques secondes, elle refit surface. Quand elle se tourna vers moi, je faillis m'évanouir. Ses joues étaient devenues rouges briques. « Diane ! Diane !» balbutia-t-elle. « Je... » Ses yeux étaient exorbités. Sa bouche, grande ouverte, exprimait la terreur. Elle appliqua ses paumes sur ses tempes. « Quoi ? Qu'est-ce que tu as ?» criai-je en me précipitant sur elle. « Oh, c'est horrible, ça me démange de partout. » Je voulus hurler, mais ma voix resta coincée dans ma gorge. Stéphanie frottait énergiquement son nez, ses lèvres, son front et son menton. « C'est affreux, gémit-elle, ça me gratte. » Et elle se frictionna le cuir chevelu si fort que je crus qu'elle allait saigner. « C'est la gale, Steph, rentrons chez nous, tes parents vont appeler le médecin et... » Je m'arrêtai net. Stéphanie pouffait de rire. Je reculai. Elle secoua sa chevelure. « Mais enfin, Diane, tu ne vas quand même pas croire à tous ces racontards. Je faisais semblant. Je croyais que... » essayai-je de me justifier, vexé comme un pou. Elle m'appliqua une tape énergique dans le dos. « Comment tu as pu avaler une blague pareille ?» Je la repoussai un peu brutalement et boudai. « J'en ai assez de tes plaisanteries stupides, je ne trouve pas ça drôle, alors arrête. » Mais elle ne m'écoutait plus. Subjuguée, elle regardait par-dessus mon épaule. « Diane ! Oh ! Je ne peux pas le croire. Elle est ici, là, la tête du fantôme. »